Donc, on passe à la partie un peu plus algorithmique du cours. Donc, aujourd'hui, on va voir des algorithmes classiques de recherche dans une liste et surtout, on va parler de la complexité de ces algorithmes. Donc, on va voir des premières notions de complexité. Donc, pour commencer, introduction. Donc, un algorithme, c'est une suite ordonnée d'instructions qui indique la démarche à suivre pour résoudre une série de problèmes équivalents. Donc, un algorithme, c'est une suite, donnée dans un ordre précis, d'instructions qui vont permettre de résoudre un problème. On s'intéresse à plusieurs propriétés sur cet algorithme. On veut des algorithmes qui soient valides. La validité d'un algorithme, c'est l'aptitude à réaliser exactement la tâche pour laquelle il a été conçu. Donc, on veut des algorithmes qui permettent de réaliser exactement ce pourquoi on les a écrits. Robustesse. Un algorithme robuste, c'est un algorithme qui est capable de se protéger contre des conditions anormales d'utilisation. Donc, un algorithme robuste, si on l'appelle avec pas les bonnes données, si on n'en fait pas ce qui était prévu d'en faire, il doit quand même se comporter correctement et en gros ne pas planter. Réutilisabilité. On veut des algorithmes qui puissent être réutilisés pour résoudre des tâches à peu près équivalentes que les tâches pour lesquelles il a été conçu. Donc, on va pouvoir réutiliser un algorithme. La complexité. Donc, on cherche des algorithmes qui ont la complexité la plus faible possible, donc qui ont un nombre d'instructions élémentaires à exécuter. Donc, la complexité, ça va être le nombre d'instructions élémentaires qui doivent être exécutées pour réaliser la tâche pour laquelle il a été conçu. Donc, on veut minimiser ce nombre d'instructions élémentaires. Et ensuite, l'efficacité. L'efficacité d'un algorithme, c'est l'aptitude à utiliser de manière optimale les ressources du matériel qu'il exécute. Donc, on va chercher des algorithmes qui vont satisfaire au mieux ces 5 propriétés. Un programme, c'est une suite d'instructions qui va être définie dans un langage de programmation donné. Donc, par exemple, en Python. Un programme, ça sert à décrire un algorithme. Donc, un algorithme va exprimer la structure logique d'un programme. Il est indépendant du langage de programmation. Quel que soit le langage dans lequel on programme, l'algorithme sera le même. La traduction de l'algorithme dans un langage de programmation va dépendre du langage choisi. Et donc, un même algorithme, si on l'écrit en Python, si on l'écrit en Java, si on l'écrit en C, si on l'écrit dans quel que soit le langage, il va s'écrire différemment. Mais l'algorithme lui-même sera le même. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier les algorithmes? L'étude des algorithmes, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental en informatique. On a besoin de savoir avec l'algorithme qui puisse après, parce qu'on ne sait pas forcément, parce qu'on peut écrire des programmes dans des langages qui sont différents, l'algorithme, c'est vraiment le cœur, la structure de ce qu'on veut écrire. Et on a besoin d'analyser rigoureusement ces algorithmes-là pour pouvoir les valider, donc vérifier qu'ils font bien ce qu'on a envie qu'ils fassent, pour pouvoir évaluer leur complexité et, en fonction des cas, quand c'est nécessaire, pouvoir justifier de leur optimalité, pouvoir prouver que cet algorithme, c'est le meilleur pour faire ce que je veux faire. Et donc, pour ça, il faut être capable de s'assurer qu'un programme termine toujours, d'estimer le temps d'exécution de cet algorithme sur des valeurs données et de déterminer les conditions d'utilisation de l'algorithme. Quand est-ce qu'il fonctionne bien, les conditions de saturation, quand est-ce que les données sont plus trop grandes pour avoir des réponses en résultat dans un temps qui est raisonnable, etc. Donc, on a besoin d'étudier de façon théorique les algorithmes pour pouvoir savoir comment on va pouvoir les utiliser de façon pratique. Et donc, le plus important pour ça, c'est de pouvoir calculer la complexité de l'algorithme. Alors, la théorie de la complexité, c'est quelque chose qui est difficile.
que vous allez étudier plus tard dans votre cursus, pour ceux qui vont en informatique notamment, et aussi pour les mathématiciens, parce que il y a beaucoup de programmation en mathématiques. Ça dépend des domaines, mais il peut y en avoir, et les mathématiciens s'intéressent aussi beaucoup à la complexité. Moi, ici, je vais vous présenter la base, les calculs élémentaires de complexité pour avoir une première idée sur comment réagit, quelle est la complexité d'un algorithme. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier la complexité d'un algorithme? Tout d'abord, pour savoir si un algorithme est efficace ou pas. Ensuite, on a besoin de pouvoir comparer deux algorithmes qui accomplissent la même tâche. Donc, pour chaque algorithme, on veut pouvoir déterminer son temps d'exécution. Donc, combien de temps il met pour trouver la réponse à notre question, pour faire ce qu'on lui demande de faire. La place utilisée en mémoire. Donc, combien d'octets, de kilo-octets, de mégaoctets il a besoin en mémoire pour pouvoir travailler. Et ça, on a besoin d'étudier ça de façon indépendante de l'implémentation. Donc, on veut des réponses, quel que soit le langage choisi pour programmer et quelle que soit la machine utilisée. Ensuite, le temps d'exécution va évidemment être différent si vous prenez le même programme que vous exécutez sur un portable personnel ou sur un serveur de calcul professionnel. Il ne sera pas exécuté dans la même durée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste comparer deux programmes. Parce que si on compare deux programmes, le langage de programmation peut être différent, la machine sur laquelle il est exécuté peut être différent, et donc ça va donner des temps qui sont différents. Pour autant, ça va nous permettre de savoir lequel des deux algorithmes est le meilleur. Donc, on a besoin de pouvoir connaître la complexité des algorithmes, quel que soit le langage de programmation et quelle que soit la machine utilisée. Donc, on ne veut pas de quelque chose comme l'algorithme grand A, implémenté sur la machine M dans le langage L et exécuté sur la donnée D, va utiliser K secondes de calcul et J bits de mémoire. Ça, c'est pas très intéressant parce que ça ne donne aucune information de qu'est-ce qui se passe si on l'implémente sur une machine M1 dans un langage de programmation autre et sur une autre donnée. Nous, ce qu'on cherche, c'est, quel que soit l'ordinateur et le langage utilisé, l'algorithme A1 est meilleur que l'algorithme A2 pour des données de grande taille. Et ça, c'est un point qui est super important à bien avoir en tête. On s'intéresse à l'algorithmique, on s'intéresse à la complexité pour des données de grande taille. Parce que si on a des données de petite taille, si on s'intéresse à une liste de 10 éléments, quel que soit l'algorithme qu'on va faire, ça va être ultra rapide. Parce que quoi qu'on puisse faire sur une liste de 10 éléments, ça peut être fait en moins d'une seconde. Donc nous, là, on va pouvoir le comparer deux algorithmes. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais le même algorithme, mais sur une liste qui contient 50 millions d'éléments? Là, la qualité de l'algorithme, l'efficacité de l'algorithme va être vraiment intéressant parce qu'on peut passer au niveau du temps, du simple double ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, on s'intéresse à la complexité sur des données de grande taille. Donc, qu'est-ce que c'est que la complexité d'un algorithme? Ça correspond à caractériser le comportement d'un algorithme sur un ensemble dn de données de taille n. Donc, on suppose qu'on a des données qui sont de taille n. Alors, ces données-là, ça va dépendre de l'algorithme. Parce qu'on a des listes, des chaînes de caractères, ça peut être n'importe quoi. Mais de taille n qu'on suppose grand. Et on va regarder comment se comporte l'algorithme sur ces données de taille n qui est grand. Donc, en règle générale, la complexité va dépendre de cette taille des données. Donc, la complexité va dépendre de ce n. Donc, ce n, ça va être la longueur d'une liste, la longueur d'une chaîne de caractères. Ça peut être plein de choses différentes. Donc, plusieurs types de complexité qui existent. Donc, soit la complexité en temps, combien de temps d'exécution on a besoin sur ces données, ou la complexité en espace, combien de bits de mémoire,
combien de combien d'espace va avoir besoin cet algorithme pour pouvoir tourner. Combien de mémoire machine va avoir besoin de cet algorithme. Nous, ici, on va s'intéresser uniquement à la complexité en temps. Donc, la complexité en temps, elle est calculée à partir de la notion d'opération significative. Le temps d'exécution d'un algorithme est toujours proportionnel au nombre d'opérations significatives qu'on fait au cours de cet algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération significative? C'est une opération qui prend plus de temps qu'une autre. Donc, dans ce cours, on va surtout faire des algorithmes qui vont utiliser, enfin, ouais, surtout calculer la complexité pour des algorithmes pour lesquels on va accéder à des listes. Une opération significative, c'est toute opération qui permette d'accéder à un élément d'une liste. Donc, ça peut être la comparaison d'un élément d'une liste avec un autre élément, ou la comparaison de deux éléments d'une liste, l'affectation d'un élément à une liste, etc. Dès qu'on doit accéder à un élément d'une liste, c'est une opération significative. Par contre, quand je fais, par exemple, i est égal à i plus 1, c'est pas significatif, parce que ça ne prend pas de temps à faire. Ce qui prend du temps, ça va être d'aller accéder à un élément d'une liste. Pourquoi ça prend plus de temps d'aller accéder à un élément d'une liste? Parce que vous avez votre liste, on a vu ça au tout début. Comment est-ce qu'elle est notée en mémoire? C'est que vous avez votre liste, elle va être liée à un espace mémoire. Pour pouvoir accéder à un élément de la liste, il faut aller accéder à l'espace mémoire dans lequel est le premier élément de la liste, puis ensuite aller accéder aux espaces mémoire dans lesquels sont les autres éléments de la liste. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plus long à faire. Alors quand je dis plus long à faire, si c'est pour accéder à un élément d'une liste, c'est 1 microseconde. Mais là, on parle de données de grande taille. Donc si on a une liste qui a 50 millions d'éléments, où il faut qu'on aille accéder à tous les éléments de la liste, une voire plusieurs fois, c'est ça qui va prendre du temps. Si on choisit plusieurs opérations significatives, parce qu'il y a plusieurs types d'opérations qui sont importantes, ces opérations doivent être décomptées séparément. Donc, si on calcule la complexité avec d'une part la comparaison sur une liste et d'autre part l'affectation sur une liste, il faut qu'on compte la comparaison d'un côté et les affectations de l'autre côté. Et donc, on aura la complexité en comparaison et la complexité en affectation. Si on change le nombre d'opérations significatives qu'on va étudier, on va varier le degré de précision de l'analyse. Donc, quelques définitions et notations. On va noter coût A2D, la complexité de l'algorithme A sur la donnée petit d qui appartient à l'ensemble des données qu'on considère grand D de n, qui est de taille n. Donc ça, c'est le coût de l'algorithme sur cette donnée en particulier. On va s'intéresser à 3 types de complexité. La première, c'est la complexité au meilleur cas. La complexité en meilleur cas, c'est si on est dans la meilleure configuration possible, quelle complexité j'ai. Donc, dans le meilleur des cas, combien d'opérations significatives je vais faire. Donc, dans quel cas je vais faire le moins d'opérations significatives et combien j'en fais à ce moment-là. Donc, on note ça coût de mine pour l'algorithme grand A sur une donnée de taille n. Et donc, c'est le minimum de tous les coûts que je peux trouver pour toutes les données de taille n. Le plus petit coût que je peux obtenir. Deuxième type de complexité, c'est la complexité en pire cas. Donc, la complexité au pire des cas, ou complexité en pire cas, c'est dans quel cas est-ce que je vais faire le plus d'opérations? Dans quel cas ça va me prendre le plus longtemps? Quel est le pire cas? Quelle est la pire donnée que je peux donner à mon algorithme pour que ça prenne le plus longtemps? C'est exactement l'inverse. Donc, on va chercher, pour toutes les données de taille n, le coût maximum. Donc, le maximum des coûts que je peux obtenir en appliquant l'algorithme grand A.
Et on appelle ça coût de max grand A de n. Enfin, le dernier, c'est la complexité moyenne. On n'est pas au pire cas, on n'est pas au meilleur cas. En moyenne, quelle est la complexité que l'on a? Donc, pour pouvoir calculer ça, on va regarder pour toutes les données D qui sont de taille n, on va calculer leur coût pour chaque cas possible, qu'on va multiplier par la probabilité d'obtenir cette donnée. Ok. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame, Ouais. je comprends pas, il vient d'où le PD? Le P, c'est la probabilité que la donnée D apparaisse. Mais du coup, pourquoi c'est pas dans les autres... Pourquoi c'est que pour la complexité moyenne? Parce que, alors, la personne qui écrit sur l'écran est priée d'arrêter immédiatement. Alors, pour la complexité en meilleur cas, on a un seul cas, c'est le cas qui est le meilleur. On ne regarde pas sa complexité, on regarde, OK, le cas qui est le meilleur. Dans le meilleur des cas possibles, on va obtenir tel coût. La complexité en pire cas, c'est pareil. Dans le pire cas possible, on va obtenir tel coût. La complexité moyenne, on va considérer tous les coûts possibles. Et en considérant tous les coûts possibles, en considérant tous les coûts possibles, on va regarder chacune des données qu'on peut avoir, chacune des cas qu'on peut avoir, à quelle probabilité il va arriver. Et en fonction de cette probabilité et de cette donnée, et du coût de cette donnée, ça va nous donner quelque chose de moyen. On n'a pas besoin de probabilité pour meilleur cas et pire cas parce qu'on n'utilise qu'une seule. Il n'y a qu'un seul cas possible. Celui qui est le meilleur, celui qui est le moins bon. Complexité moyenne, on regarde tous les cas possibles et donc on a besoin de savoir s'il y a un cas qui n'arrive qu'une chance sur 1000, il va y avoir moins d'impact qu'un cas, par exemple, qui arrive une chance sur 3. Ok, j'ai compris. C'est un peu l'idée. Merci. On va avoir des exemples ensuite. J'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le petit d? Le petit d, c'est des données. Alors, je pense que le plus simple, c'est qu'on va le voir sur des exemples juste après. Pour vous permettre de mieux comprendre. D'accord? Et puis là, je répondrai aux questions en fonction de l'exemple. J'ai une question, madame. Ouais. Si vous dites qu'il peut y avoir 50 millions de données, comment on peut savoir le coût moyen? Comment on peut savoir tous les coûts possibles pour faire la moyenne? Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut juste reformuler? Pour le coût moyen, faut faire la somme de toutes les termes de coût A, D fois la probabilité de D. Mais comment on fait pour savoir tous les données possibles? Alors, encore une fois, on va voir un exemple et je pense que ce sera plus clair sur un exemple, toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, on va vraiment réfléchir à quels sont tous les cas possibles. Donc, Kayla Degaldo, merci d'arrêter. Donc, maintenant, quand vous écrivez là-dessus, votre nom apparaît. Donc, on va vraiment voir en fonction de... Ça va dépendre de... ça va dépendre du programme, du problème donné, et on va regarder, on va décomposer, chercher quelles sont toutes les solutions. On va le voir juste sur un exemple juste après, et je pense que ça sera un peu plus clair sur cet exemple-là. D'accord. Ok. Alors, donc si on a deux algorithmes différents qui font la même chose, et là aujourd'hui on va avoir des algorithmes différents qui vont faire la même chose, on a besoin de pouvoir comparer leur complexité. Pour pouvoir comparer leur complexité,
on va comparer la rapidité de croissance des fonctions qui mesurent la complexité lorsque la taille des données croît. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la taille des données qu'on va donner en entrée dans nos algorithmes, on va regarder combien de fois plus, quelle est la fonction de croissance de ces données. Donc, pour vous donner un exemple, on va chercher l'ordre de grandeur asymptomatique de notre algorithme. Donc, le coût de l'algorithme à la limite quand n tend vers l'infini. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les très grosses données. La taille des données tend vers l'infini. Et donc, il y a plusieurs cas. Alors, 1, c'est la même chose que 2, 3, 4, c'est constant. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des données que je donne en entrée dans mon algorithme, le temps va toujours être constant. Ça va toujours mettre le même temps pour donner une réponse. Donc ça, c'est le mieux. C'est les algorithmes les plus efficaces. Ensuite, on a log de n. Donc le temps est logarithmique. Donc ça reste rapide en fonction de n. Après, il y a n. Le temps, il est linéaire. Si j'ai des données de taille 50, ça va prendre, je vais avoir besoin de faire 50 opérations significatives. Si j'ai une donnée de taille 100 000, je vais avoir besoin de faire 100 000 opérations significatives. Un peu moins bien, c'est en n log n. Et puis après, on a tout ce qui est n carré, n cube, donc les fonctions polynomiales. Et puis après, on arrive aux exponentielles, 2 puissance n, etc. Donc, plus on est à gauche de cette échelle, mieux on est. Plus on est à droite, moins c'est efficace. En pratique, plus la taille des données va être grande, plus les écarts en temps vont se creuser entre ces différents algorithmes. Donc, les algorithmes qui sont utilisables pour les données de grande taille vont être ceux qui vont s'exécuter en un temps qui est constant, quelle que soit la constante. Donc, ce que j'ai noté 1, ça peut être 10 000, c'est pas grave, on peut toujours le faire. Ceux qui sont logarithmiques, donc par exemple, l'algorithme de recherche dichotomique qu'on va voir aujourd'hui est un algorithme en quantité en O de log de n, donc ça on sait faire. Ceux qui sont linéaires, donc ceux qui sont en coût de n, on sait faire aussi, recherche séquentielle par exemple. Ceux qui sont en n log n, les bons algorithmes de tri, on sait faire aussi. Par contre, dès qu'on arrive à des algorithmes qui ont une complexité en temps polynomial, n carré, n au cube, puis après exponentielle, 2 puissance n, 3 puissance n, etc. Ceux-là, ils vont être utilisables que pour des données de très petite taille. Alors, la taille des données pour lesquelles elles vont être utilisables va dépendre de la machine sur laquelle on les exécute. L'algorithme de complexité 2 puissance n que vous utilisez sur votre ordinateur, il va pouvoir résoudre des problèmes de taille beaucoup plus petite que celui que vous lancez sur un bon serveur de calcul, par exemple. Mais quel que soit le serveur de calcul, dès qu'on a des complexités qui sont polynomiales et plus encore exponentielles, il y a un moment où les données, elles sont trop grosses pour pouvoir être exécutées et pour pouvoir avoir une réponse Le principe, c'est d'avoir une réponse dans un temps qui est raisonnable. Si on lance un programme et que la souris elle commence à bouger, ça vous fait quelque chose au bout de 2 heures, suivant ce que c'est pas faisable. Okay. Madame, oui. Nous, on va apprendre à déterminer si un algorithme, à déterminer la complexité d'un algorithme, je veux dire. Oui, on va savoir si c'est logarithmique, linéaire, etc. selon. D'accord. Il faudra qu'on le détermine. Il faudra que vous le déterminiez, oui. C'est pas le plus facile en info, je suis d'accord. Donc, pour faire ça, on va le faire sur des algorithmes classiques. Le premier algorithme classique qu'on va voir, c'est l'algorithme de recherche séquentielle dans une liste non triée. Donc là, on se place dans le cadre où on a une liste. Cette liste, elle contient n'importe quoi et c'est pas trié du tout. Et on a un élément, on veut savoir si notre élément appartient dans cette liste ou pas. En Python, il y a la fonction in qui fait ça. Évidemment, on ne veut pas utiliser in. Déjà, on n'est pas forcément en Python. On ne veut pas utiliser in. On veut écrire un algorithme qui permet de le faire.
Alors, comment on obtient une taille de données? On va voir ça ensemble. Alors, l'algorithme sort, il permet de trier une liste. Encore une fois, là, la méthode sort en Python permet de trier une liste, mais là, on ne veut pas utiliser. Déjà, on est en algorithmique, on n'est pas en Python. Et ensuite, on ne veut pas utiliser ce qui existe déjà. On veut réécrire ce qui existe déjà. Des choses pour connaître le rythme. Et un autre point important, il existe des algorithmes ultra classiques en informatique. Donc, les algorithmes les plus classiques du monde, c'est des algorithmes de recherche dans une liste ou dans un tableau et les algorithmes de tri d'une liste. Vous devez connaître ces algorithmes. Donc, c'est des algorithmes qu'on va voir cette semaine, la semaine prochaine. Tous ces algorithmes-là, tout informaticien doit les connaître. C'est indispensable. Donc, premier algorithme à connaître, recherche séquentielle dans une liste non triée. Donc, on a une liste non triée qui est de longueur n. Donc, en Python, c'est le type list-lm. Si on n'est pas en Python, c'est un type, ça peut être du tab, ça va dépendre du langage de programmation. Et on a un élément E. On cherche s'il existe un indice i qui est compris entre 0 et n-1, tel que liste i contient l'élément E. Donc, comment va fonctionner notre algorithme? Cet algorithme, il va parcourir, vu que la liste n'est pas triée, on ne peut pas faire grand-chose de malin. On va parcourir la liste du premier élément au dernier élément. Et pour le premier élément, on va regarder est-ce qu'il est égal à E. Si oui, on arrête, on renvoie vrai. Sinon, on va voir l'élément d'après. Est-ce qu'il est égal à E? Si oui, on arrête, on renvoie vrai. Sinon, on va voir l'élément d'après. On s'arrête quand on est arrivé au dernier élément. S'il n'est pas égal à E, on renvoie false. L'élément n'appartient pas à l'instant. Algorithme, on ne peut plus simple. Donc, schématiquement, on a notre liste qui contient les éléments qui sont entre 0 et n-1. On a déjà parcouru la première partie de la liste ici. Donc, cette partie-là, c'est qu'elle ne contient pas E. On se demande, OK, à l'indice I, est-ce que ici c'est E? Si c'est vrai, on sort et on renvoie vrai. Si c'est faux, on va tester la partie qu'on n'a pas encore testée de l'algorithme, de la liste, pardon. Donc, cet algorithme, en pseudocode, c'est un algorithme. C'est de ce pseudocode, dont on va calculer la complexité. En entrée, il prend une liste qu'on appelle liste de longueur n et un élément E. En sortie, cet algorithme va retourner vrai si E appartient à la liste et faux sinon, donc si E n'appartient pas à la liste. Il reçoit 0. Tant que, donc au début, I, ça va être l'indice qui va nous permettre de parcourir notre liste. On l'initialise à 0. Boucle tant que, avec deux conditions. La première condition, tant que I est strictement inférieur à n-1, donc tant qu'on n'a pas parcouru toute la liste. Deuxième condition, tant que liste I est différent de E, faire. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si I est plus petit que n-1, on teste ici, on regarde, est-ce que liste I est égale à E? Si liste I est égale à E, cette condition ici est fausse. Donc si liste I est égale à E, cette condition va être fausse et on va sortir. On va sortir à la suite. Donc, on va dans le tant que seulement si notre I est plus petit que n-1 et seulement si notre liste I est différent de E. Donc, si on n'a pas encore trouvé l'élément E. Et on fait I reçoit I plus 1. Donc, on arrive dans ceci, ici, soit quand on a parcouru toute la liste, et donc I est égal à n-1, soit parce que liste I est égale à, donc on a trouvé l'élément. Donc on revérifie parce qu'on ne sait pas quelle est la condition pour laquelle on est sorti. On revérifie, on regarde est-ce que liste I est égale à E. Si c'est vrai, on a trouvé notre élément, on envoie vrai.
Si c'est faux, on sait qu'on a parcouru toute la liste, on n'a pas trouvé l'élément, on renvoie faux. Est-ce que ça va pour l'algorithme là ou est-ce que vous avez des questions? Du coup, le si, il est dans la boucle tant que. Le si, il n'est pas dans la boucle tant que. Dans la boucle d'accord. tant que, ici, on voit qu'elle s'arrête ici. Donc, il n'y a que ça dans la boucle tant que. Il n'y a que cette expression-là dans la boucle tant que. Madame? Ouais. Donc, si j'ai bien compris, au début, on initialise i à 0. Ensuite, on fait la boucle entre guillemets while de i inférieur ou égal à n, i inférieur à n-1, and liste de i différent de e. C'est ça. Si c'est vrai, enfin, comment dire ça? I prend le terme i plus 1 quand c'est. On incrémente i. Quand tout est vrai, enfin. Oui. Ok. Il faut que les deux conditions soient vraies pour rentrer dans la boucle. I. Ouais. Donc, si i est égal à n-1, on sort. Oui. Si e est égal à est dans la position i de la liste, on sort aussi. Si l'un des deux est faux, on sort. Madame, on aurait aussi pu initialiser une variable à false ou true et. On aurait pu aussi initialiser une variable à false ou true. Tout à fait. La mettre dans la boucle. C'est une autre façon d'écrire. En algorithmie, on n'a pas besoin de définir le n dans le bloc d'instruction. Il suffit de dire en entrée qu'on a une liste de longueur n. C'est ça. On n'a pas besoin en algorithmique, on n'a pas besoin de définir là. On est vraiment très éloigné du langage de programmation. Pas écrit du Python. On écrira tout à l'heure, on verra cet algorithme écrit en Python. Il est différent. Là, en algorithme, on dit juste qu'on a en entrée. En entrée, on a une liste de longueur n. On n'a pas besoin de redéfinir ce n. D'autres questions? Ok. Juste une question pour le pseudocode. Oui. En soi, il a été écrit comme ça, mais en soi, on peut l'écrire comme on veut ou il y a forcément une convention à respecter? En pseudocode, il y a une convention à respecter. La convention d'un algorithme en pseudocode, quand on écrit, c'est on définit les trucs qu'il faut vraiment pas oublier. On définit ce qu'il y a en entrée. Donc ça, on est toujours dans un algorithme. Qu'est-ce qu'il y a en entrée, qu'est-ce qu'il y a en sortie? Okay. Après, alors on peut l'écrire, là j'ai écrit en français, on peut l'écrire en anglais évidemment. Mais il faut que... après le reste, il y a donc dans le droit, tout ce dont on a le droit en programmation, le si, le sinon. En fait, on n'a pas le droit aux choses qui sont vraiment particulières à un langage de programmation. On n'a pas le droit au elif, par exemple en pseudocode, puisque le elif, c'est propre au Python. Donc le si, le sinon, le tant que, la boucle for, etc. Tout ça, on peut l'écrire. Ok, merci beaucoup. Ok. Donc maintenant, on s'intéresse à la complexité de cet algorithme-là. La première question à se poser, c'est quelles sont les opérations significatives de cet algorithme? Donc, quelles sont les opérations qui vont prendre plus de temps que les autres? La boucle? La boucle en elle-même, non. Ah. C'est pas une opération, une boucle. C'est une suite d'instructions, mais c'est pas une opération. Quand liste i est égale à e, les trucs qui vont être significatifs, c'est tout ce dans lequel on accède à un élément de la liste. Donc, il y a deux choses. La comparaison de E avec liste de I ici, et la comparaison de E avec liste de I ici. Tout le reste, c'est pas significatif. I reçoit 0, c'est immédiat. Il n'y a vraiment c'est pas une opération qui va prendre du temps par rapport à quand on accède à une liste. I inférieur à n-1, pareil, c'est immédiat. C'est une comparaison, mais c'est une comparaison entre deux entiers. C'est pas une comparaison d'un élément à une liste.
Donc, ce n'est pas significatif. I reçoit I plus 1, ce n'est pas significatif non plus. On n'accède pas à une liste. C'est juste une incrémentation. C'est tellement rapide que ça n'a pas d'importance dans la complexité. Yanis a levé la main. Non, c'était une erreur. OK. Et puis les retours, pareil, ça n'a pas de la complexité. Donc ici, on a deux opérations significatives. Donc en fait, c'est une seule opération significative qu'on trouve deux fois. C'est comparaison, on compare ce qu'il y a dans liste à l'indice I de la liste avec l'élément E. Donc en ligne 2 et 4 de cet algorithme. Donc on commence à chercher la complexité en meilleur cas. Et première question qu'on se pose, est-ce que le nombre, dans le meilleur cas, dans le meilleur des cas, dans tous les cas, pardon, est-ce que le nombre de comparaisons que je fais est toujours le même ou est-ce qu'il va dépendre de ce que je donne en entrée de mon algorithme? Est-ce que le nombre de comparaisons que je fais entre liste I et E va être toujours le même ou est-ce que ça va dépendre? Ça va dépendre. Il va dépendre de n. Ça va dépendre de la taille de n, mais ça dépend toujours de la taille de n. Mais ça dépend de la liste qu'on va donner en entrée et de E. D'accord? Donc ça dépend, le nombre d'opérations qu'on va faire va dépendre de la liste qu'on a en entrée, de l'élément qu'on cherche et de la taille de la liste. À votre avis, quel est le meilleur cas? Dans quel cas on fait le moins d'opérations en supposant toujours que n est grand? Donc, le meilleur cas, c'est toujours en supposant que n est grand. Je l'ai vu plusieurs fois, ouais. Donc, je l'ai plusieurs fois dans les réponses, dans le chat. Le meilleur cas, c'est quand l'élément E que je cherche est dans la première position, le premier élément de ma liste. D'accord? Si E est le premier élément de ma liste, c'est là que je vais faire le moins d'opérations. Et dans ce cas-là, je fais combien d'opérations? Une. Non. Un. Deux, très bien. Si donc dans le meilleur cas, si liste de 0 est égale à E, donc E est le premier élément de ma liste, je vais faire une opération ici, je fais une comparaison ici, je regarde est-ce que liste de 0 est égale à E, c'est vrai, donc je sors du temps que, j'arrive dans le si, et je fais est-ce que liste de 0 est égale à E, c'est vrai, et je retourne vrai. Donc je fais deux comparaisons. Donc ça, c'est la complexité en meilleur cas. Quelle que soit la taille de la liste, même si j'ai une liste qui contient 50 millions d'éléments, dans le meilleur cas, l'élément que je cherche est en première position de la liste et je vais faire deux comparaisons. OK. Maintenant, en pire cas, à votre avis, dans quel cas, quelle que soit la taille de la liste, je vais faire le plus de comparaisons? Si c'est en C'est quand c'est égal à n. Dernier élément, ouais, de la liste. Soit c'est le dernier élément, il y a un cas équivalent, soit il n'est pas dans la liste. Exactement. Donc, pire cas, soit c'est le dernier élément. Donc, c'est vraiment comme pire cas quand je dois parcourir toute la liste pour arriver jusqu'à la fin de la liste. Et là, je me rends compte que c'est le dernier élément, je renvoie un élément, soit il n'appartient pas à la liste. Et du coup, je sors. Et madame, s'il n'appartient pas à la liste, on ne fait pas une opération en plus? Je ne sais pas si... Non. Okay. Alors, ça va dépendre des langages de programmation. Et tout ce qui dépend du langage de programmation, on suppose que non. D'accord. Donc, dans le pire cas, si soit l'élément n, pardon, alors j'ai écrit une grosse bêtise dans mon cours. Évidemment, ici c'est n-1, on est d'accord, hein, parce que n ne peut pas. Liste de n n'existe pas puisque je suis partie de 0. Donc, grosse bêtise ici.
corrigez bien chez vous, n-1. Donc, si liste de n-1 est égale à E, ou si E n'appartient pas à la liste, on va faire n plus une comparaison. C'est-à-dire qu'on va placer dans le temps que pour i est égal à 0, i est égal à 1, etc., jusqu'à i est égal à n-1. En Python, comme en Python, les comparaisons, c'est un langage paresseux, donc en Python, pour i est égal à n-1, il va faire, pour i est égal à n-1, il va tester ici, ok, i est égal à n-1, est-ce que i a strictement inférieur à n-1, c'est faux, il va sortir. Donc, il ne va pas faire la comparaison ici. Dans d'autres langages de programmation, et là, on n'est pas en Python, on est en algorithmique, dans d'autres langages de comparaison, il va regarder, ok, ça, c'est faux, mais je teste quand même ici. Donc, il va quand même faire ce test-là. Et madame? C'est pour ça que j'ai mis n plus 1, parce que je suis d'accord qu'en Python, il va faire que n comparaisons. Dans d'autres langages de programmation, il peut en faire n plus 8. Puis ensuite, il teste ici. Est-ce que liste de n-1 est égale à E? Ça va être vrai ou faux, c'est pareil, c'est le même nombre d'occasions. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure? C'est moi. Ouais. Madame, le langage, enfin, quand c'est paresseux, c'est quand il y a un OR, pas quand il y a un AND. Alors, c'est paresseux quand il y a un OR, que le premier est vrai. Quand j'ai deux conditions avec un OR, si la première condition est vraie, je sais que mon OR est vrai, je m'arrête. Oui. Et quand il y a un AND, quand la première condition est fausse, je sais que mon AND est faux, je m'arrête. Oui, du coup, il n'y a pas de paresseux, là, c'est juste que c'est faux. Bah donc... Si, parce que la première condition est fausse. I inférieur à n-1, donc si i est égal à n-1, n-1 strictement inférieur à n-1, c'est faux. Donc en Python, il s'arrête. Dans d'autres langages de programmation, il va continuer. Okay. Donc c'est vraiment une particularité du langage du Python qui fait que ça s'arrête. Donc nous, on n'est pas en Python, on est en cas général, donc n plus 1. Après, ça change rien, n comparaison ou n plus 1 comparaison. Quand n il est très grand, il y a zéro différence. Et donc la complexité dans ce cas-là, elle est en O de n, donc elle est linéaire. Ça va sur le pire cas? Donc, petite erreur ici. Ok, on complique un peu. On va maintenant calculer la complexité moyenne. On a vu, dans le meilleur des cas, on a 2 comparaisons. Dans le pire des cas, on a n plus 1 comparaison. En moyenne, combien on en a? On pourrait se dire, en moyenne, je prends la moyenne entre le pire et le meilleur, et voilà. C'est pas correct. D'accord? Donc, pour calculer la complexité moyenne, on a besoin de de calculer les probabilités. Donc ici, on va prendre 2 probabilités. Les probabilités qu'on peut calculer. Donc, on va calculer la probabilité que E appartienne à la liste et la probabilité que E n'appartienne pas à la liste. 2 cas possibles. Donc, on appelle Q la probabilité que P appartienne à Q la probabilité que E appartienne à la liste et 1 moins Q la probabilité que E n'appartienne pas à la liste. Et puis, on va dire, OK, le nombre de comparaisons si E appartient à la liste. On va calculer le nombre de comparaisons dans chacun de ces 2 cas. Premier cas, si E appartient à la liste, qu'est-ce qui se passe? Si E appartient à la liste, il est soit en position 0 de la liste, soit en position 1 de la liste, etc., soit en position n-1 de la liste. Et on suppose que la place de E dans la liste, qu'il soit en position 0, 1, 5 ou n-1, c'est équiprobable. Donc E, il a une probabilité 1 sur n d'être en position 0, une probabilité 1 sur n d'être en position 1, etc. Une probabilité 1 sur n d'être en position n-1. Et maintenant, on se dit, OK, s'il est en position 1 et en position 0, il faut faire 2 comparaisons. S'il est en position 1, il va falloir faire 3 comparaisons. Donc, si E est en position I de la liste, il faut faire I plus 1 comparaison. Pourquoi I plus 1 comparaison? Parce que s'il est en position I de la liste, on va faire, pour I est égal à 0, puis I est égal à 1, etc., jusqu'à I, à chaque fois, on va faire ces comparaisons ici.
Et puis quand on va sortir du temps que, là ce sera vrai, on va refaire une comparaison ici. Donc on fait I plus une comparaison à chaque fois. Donc j'ai NK, et donc le nombre moyen de comparaison si E appartient à la liste, c'est de dire, OK, pour I est égal à 0, je fais I plus 1 fois, et j'ai une probabilité 1 sur N. Plus pour I est égal à 1, je fais 1 plus 1 fois 1 sur N, la probabilité que ça arrive, etc. Donc c'est 1 sur N fois la somme de I est égal à 0 à N-1 de I plus 1. Donc ça, je le réécris, c'est 1 sur N, la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de I, qui est égal à N facteur de N plus 1 sur 2, fois 1 sur N, et donc il me reste N plus 1 sur 2. Donc si l'élément E appartient dans la liste, la complexité moyenne est de N plus 1 sur 2. Si E n'appartient pas à la liste, on a déjà calculé, on sait qu'on fait N plus 1 comparaison. Donc la complexité moyenne ici, ça va être le coût moyen pour une liste de taille N, ça va être Q, la probabilité que E appartienne à la liste, fois N plus 1 sur 2, plus 1 moins Q, la probabilité que E n'appartienne pas à la liste, fois N plus 1. Si on prend Q qui vaut 1,5, le coût moyen, donc c'est 3N plus 1 sur 4. Donc la complexité est de l'ordre de 3N sur 4. Quand N est très grand, ça correspond à une complexité de l'ordre de N. Donc c'est un algorithme qui est linéaire. Si on a une liste de taille N, en moyenne, on devra faire N opérations significatives. Pourquoi on a pris un demi? Pourquoi on a pris Q est égal à un demi? Parce que pour choisir un Q, et quel que soit le Q que je prends ici, ça ne change pas grand-chose en fait. D'accord, ok. C'est juste pour... Parce que les deux complexités des deux côtés sont de l'ordre de N quand N tend vers l'infini. N plus 1 sur 2, c'est de l'ordre de N quand N tend vers l'infini. N plus 1, c'est de l'ordre de N quand N tend vers l'infini. D'accord. D'accord. Est-ce que ça répond un peu à aux questions que vous aviez sur la complexité moyenne? Madame? Oui. Je n'ai pas trop compris, il sort d'où le 3? Enfin, on a remplacé Q par un demi, donc oui, ça fait 1 sur 4, mais les 3, je n'ai pas trop compris. Donc on bascule aussi ça par un demi. Donc là, ça fait 1 sur 4, là, ça fait 1 sur 2, donc 2 sur 4, donc 3 sur 4, quand j'additionne. Et du coup, madame, on a besoin de la complexité moyenne pour déterminer la complexité de l'algorithme. La complexité moyenne, c'est la complexité de l'algorithme. D'accord, ok. Donc ici, elle est en l'ordre de n, en haut de n, on dit. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on fait n opérations pour une liste de taille n, qui va nous permettre de pouvoir comparer avec d'autres algorithmes de tri. Pardon, pas de tri, excusez-moi, de recherche. On n'est pas encore au tri. D'accord. Et on a aussi besoin du pire des cas pour avoir le nombre de comparaisons. Le pire des cas, le meilleur cas et le pire des cas. Alors, le meilleur cas, il ne sert pas grand-chose. Le pire des cas, c'est une complexité qui est utile, qui permet de savoir, notamment pour des algorithmes qui sont plus difficiles, de savoir, OK, si je lance et que je n'ai pas de chance, combien de temps ça va me prendre? Combien d'opérations significatives je vais faire? D'accord. Alors, le 1 moins Q n plus 1, d'où il sort? Le 1 moins Q n plus 1, donc c'est le n plus 1, c'est si jamais E n'appartient pas à la liste. Donc, je suis dans le cas où E n'appartient pas à la liste. Dans ce cas-là, j'ai n plus 1 comparaison. Ça, on l'a calculé tout à l'heure dans le pire des cas. La probabilité que E n'appartienne pas à la liste, elle est de 1 moins Q. Donc, je multiplie la probabilité que E n'appartienne pas à la liste fois le nombre de comparaisons que je fais dans le cas où E n'appartient pas à la liste. Mais madame, pourquoi la probabilité, c'est 1 moins Q? Parce que c'est ce que j'ai défini au début, c'est moi qui l'ai défini. J'ai défini que Q, c'est la probabilité que E appartienne à la liste. Et donc, si Q, c'est la probabilité que E appartienne à la liste, 1 moins Q, c'est la probabilité que E n'appartienne pas à la liste. Parce que j'ai que deux cas possibles. Soit E appartient à la liste, soit il n'appartient pas, et la somme des probabilités doit faire 1. Ah, d'accord.
Madame, ici, on a dit que c'était équiprobable, mais c'est possible que ce soit, on détermine une autre probabilité, enfin, qu'on utilise d'autres propriétés des probabilités. On peut, c'est plus le cas quand on fait la recherche dans une liste triée. D'accord. Ici, on fait de la recherche dans une liste qui n'est pas triée. Donc, l'élément, il peut être vraiment n'importe où. Si la liste est triée, on peut se dire, OK, en fonction de l'élément, il y a plus de chances qu'il soit au début qu'il soit à la fin. Mais là, en l'occurrence, non. Dans quel cas est la complexité dans l'ordre du log de n? Donc, c'est la recherche dichotomique qu'on va voir juste après. Enfin, après. Si E est dans la dernière position de la liste, c'est toujours 1 moins Q la probabilité. La question, c'est 1 moins Q la probabilité parce que j'ai défini... Alors, non. Alors, je reprends. Si E est en dernière position de la liste, sa probabilité, c'est 1 sur n fois Q. Donc, Q, la probabilité, parce qu'il appartient dans la liste, donc la probabilité, c'est Q, fois 1 sur n, la probabilité qu'il soit en position n-1 de la liste. C'est ça, P est égal à Q, donc P est égal à 1 moins Q. C'est des probas absolument basiques, hein. Ça, il n'y a pas à douter. Donc 1 sur N, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis dans le cas où je sais que mon élément E que je recherche, il appartient à la liste. Ça arrive avec une probabilité Q, je suis dans ce cas-là, je suppose que je suis dans ce cas-là, je sais que l'élément E appartient à la liste. Si l'élément E appartient à la liste, il peut être soit en position 0, soit en position 1, soit en position 2, etc., soit dans la dernière position, n-1. Je ne sais pas où il est dans la liste, je sais qu'il appartient à la liste. Comme j'ai aucun moyen de savoir où il est dans la liste, je suppose qu'il est en position 0, il a une chance sur n, puisqu'il y a n cas possibles. Il y a une chance sur n qui soit en position 0, il y a une chance sur n qui soit en position 1, il y a une chance sur n qui soit en position 2, etc. Il y a une chance sur n qui soit en position n-1, la dernière position. Et donc, s'il est en position 0, il y a une chance sur n qui soit en position 0. Et s'il est en position 0, il va faire, on a calculé, c'est le meilleur des cas, on fait 2 comparaisons. Il y a une chance sur n qui soit en position 1, et dans ce cas-là, on fait 3 comparaisons. On va faire 2 comparaisons dans le une comparaison dans le if qu'on va sortir. Et puis, il y a une chance sur n qui soit en position E, et dans ce cas-là, on va faire 3 comparaisons dans le temps que. On va comparer pour i est égal à 0, pour i est égal à 1, pour i est égal à 2. Et puis après, une comparaison dans le if, donc on va faire 4 comparaisons. Et puis, ainsi de suite, on peut calculer ça pour toutes les positions. Et donc, globalement, ce qu'on écrit, c'est que si on est en position i, on fait i plus 1. Alors, c'est i plus 2 d'ailleurs. Si i plus 2 comparaison. Ça ne change pas grand-chose. Madame? Ouais. En fait, je me demande pourquoi on fait tout ce procédé, alors qu'en soi, il suffirait d'avoir un algorithme qui trie la liste, et puis on aura la complexité la moins importante. Ouais, mais ton algorithme qui trie la liste, tu penses qu'il n'a pas une complexité, lui? Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on verra les algorithmes qui trient la liste la semaine prochaine. Ok. Et les algorithmes de tri ont une complexité plus importante que les algorithmes de recherche. D'accord, merci. Mais ceci étant, c'est une bonne question, c'est quelle est la complexité des algorithmes de recherche dans une liste qui est déjà triée? Hop, pardon, excusez-moi. Je reprends. Donc, algorithme, déjà, juste cet algorithme de recherche séquentielle dans une liste non triée, c'est écrit en Python, parce qu'on a vu l'algorithme, évidemment, on peut
l'écrire en Python. Et donc, il est comme ça. La traduction de cet algorithme en Python, c'est vraiment une traduction basique. Donc, je définis une fonction recherche ciel liste non triée qui prend en paramètres liste et E. Donc, en entrée de mon algorithme, j'ai une liste de longueur n, un élément E. Là, je définis en entrée de mon programme Python juste la liste et E. Je peux trouver la longueur de la liste fixe, je n'ai pas besoin de la mettre en entrée. Donc, j'ai une liste et un élément E. Donc, cet algorithme, il prend une liste et un élément, il retourne un booléen, et donc il va vérifier si l'élément E appartient à la liste. Dans mon algorithme, je commence par I est initialisé à 0, I est égal à 0. J'ai besoin de la longueur de la liste, qui était ici dans mon algorithme. Donc là, je rajoute n est égal à la longueur de la liste. Puis ensuite, c'est pareil. Tant que ça se dit while I strictement inférieur à n, and note de liste I égale E, 2 points. Et là, on fait I est égal à I plus 1. C'est la même chose. Quand je sors du while, si liste I est égale à E, je retourne vrai. Sinon, je retourne faux. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas pour lesquels traduire un algorithme dans un langage de programmation en Python, c'est plus difficile. Là, c'est vraiment linéaire. On réécrit la même chose en Python. Est-ce que ça va jusque-là? Juste madame, pour ce qu'on a vu juste avant, pour la complexité, en fait, ça dépend que de n. Donc, par exemple, quand on développait, ça faisait coût de moyen, je crois que c'était 3n plus 3 sur 4. Mais la complexité de l'ordre, c'est juste en fonction de n. Donc, on prend juste 3n sur 4. Voilà, et puis même de l'ordre de 3n sur 4, mais en vrai, on prend, comme quand on calcule ça quand n tend vers l'infini, c'est juste le n qui nous intéresse. Oui. Donc, ça va être juste O de n. Voilà. Oui. D'accord. Le 3 sur 4, ça ne change pas. Okay. Donc, ça va être en complexité en O de n. Ok. Est-ce que notre liste I égale E, c'est une complexité équivalente de I différente de E? Oui, c'est exactement la même chose. Pourquoi c'est n alors que dans l'algorithme c'est n-1? En effet, je pourrais mettre n-1 ici. En l'occurrence, les fonctionne, mais je pourrais mettre n-1. Ça marche aussi avec n. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Madame, pourquoi ça marche aussi avec n alors que vous avez initialisé à 0? Alors, parce que quand I va être... Parce qu'on est en Python. En Python, ça marche avec n. Dans les autres langages, non plus. Encore une fois que le Python est un langage paresseux. Parce que quand on va avoir I qui est égal à n, ici, ça va être faux, donc on va sortir. Mais ceci dit, non, ça ne marche pas parce qu'ici, il va planter. Oui, non, en effet. Donc ici... Ouais, et un out of range ici. Donc ici, en effet, donc deuxième erreur, si on veut corriger, je mettrai à jour les transparents corrigés. Hein. Et ici, c'est bien n-1. Ça va prendre à écrire mes cours trop vite. Donc là, c'est bien n-1, parce qu'on a un out of range sinon dans la liste ici. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Alors, on n'aura pas le temps de finir, mais c'est pas grave, c'est pas au programme du QCM. On va juste voir. Donc, je vous montre juste un nouvel algorithme, puis après la recherche dichotomique, on la verra la semaine prochaine. Cet algorithme-là, c'est le même principe recherche séquentielle, mais cette fois-ci dans une liste triée. Donc, on fait une recherche, donc on a une liste, on a un élément, on cherche est-ce que cet élément appartient à la liste, mais cette fois-ci, la liste, elle est triée. Donc, on a une liste de longueur n, de type liste. Et la première question, c'est de se dire comment est-ce qu'on sait qu'une liste est triée. Donc, ça a déjà été vu en TP. Donc, une liste est triée si elle s'applique pour tous les i qui appartiennent entre 0 et n-2. Liste i inférieure ou égale à liste i plus 1. Des choses qui se passent sur le joli patou là. Donc, en gros, pour savoir si la liste est triée, on regarde si on va parcourir la liste en prenant deux éléments les uns à côté des autres et on regarde que le premier élément est bien inférieur ou égal à l'élément d'après. Puis cet élément devient le premier, on regarde en fonction du suivant, etc. Donc ça, c'est pour vérifier qu'une liste est triée.
En algorithmique, cet algorithme-là, en entrée, une liste de longueur n, en sortie, un booléen, vrai si la liste est triée, faux sinon. On initialise i à 0, tri reçoit vrai. Tant que i inférieur à n-1 est tri, on fait si la liste i supérieure à la liste i plus 1, donc si l'élément qui est en position i est strictement plus grand que l'élément qui est en position i plus 1, on met le booléen tri à false, on incrémente i, et donc là on va sortir. Tri va rester vrai si et seulement si, on n'en rentre jamais dans le alors, donc si on n'a jamais liste de i qui est supérieure à la liste de i plus 1. Est-ce que ça va? Donc ça c'est très simple, c'est déjà vu en TP. L'algorithme, donc cet algorithme en Python, on l'a déjà vu, je passe très vite dessus, c'est vraiment la traduction bête et méchante. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la recherche séquentielle dans une liste triée. Donc le principe de la recherche séquentielle, l'algorithme de recherche séquentielle dans une liste triée, est exactement le même que la recherche séquentielle dans une liste non triée. La différence étant qu'à partir du moment où l'élément qu'on cherche est pan, donc on parcourt notre liste du début jusqu'à la fin. Mais à partir du moment où l'élément qu'on cherche, E, est plus petit que les éléments qu'on a déjà vus, on sait qu'on ne pourra plus le rencontrer. Donc, par exemple, d'abord, on regarde est-ce que E est plus grand que liste de n-1. Donc, si le dernier élément de ma liste, par exemple, c'est 45, que ma liste a été triée et que je cherche 50, si je cherche 50 dans une liste dont le plus grand élément c'est 45, je sais que je ne vais pas le trouver. Donc, je commence à regarder est-ce que E est plus grand que liste de n-1. Si c'est vrai, je renvoie faux, je sais que mon élément n'appartient pas à la liste. Donc, quand j'arrive ici, je sais que E est inférieur ou égal à liste de n-1. D'accord? Et là, je regarde. Tant que liste de i est strictement plus petit que E, on fait i reçoit i plus 1. Donc, tant que liste de i est strictement plus petit que E, donc par exemple, je cherche 42 et mon i, liste de i, ça vaut 12, je sais que je peux encore le trouver. Si j'arrive à liste de i qui vaut 43 et je ne l'ai pas trouvé, je sais que mon 42 n'appartient pas à la liste. L'idée, c'est ça. À la sortie de la boucle, si liste de i égale à E, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. Donc schématiquement, ça donne quoi? Ça donne tous les éléments, c'est les éléments que j'ai déjà parcourus. Je sais que liste de j est strictement inférieure à E. Non, il ne faut pas connaître la liste. À chaque fois, on regarde les éléments de la liste. Quand on suppose que c'est trié dans l'ordre croissant. Si c'est trié dans l'ordre décroissant, il faut modifier l'algorithme avec modifier les supérieurs et les inférieurs. On en est ici, on regarde, on compare liste de i et E. Et puis là, on sait que tous ces éléments-là, ils sont supérieurs ou égaux à E. Okay, parce que s'ils sont inférieurs à E, on n'est pas rentré, parce qu'on sait que E est plus petit que liste de n-1. Ça va sur le principe? L'algorithme. Donc cet algorithme, il prend en entrée une liste de longueur n et un élément E. En sortie, il va renvoyer vrai si E est une liste, si E appartient à la liste, faux sinon. Pour l'instant, c'est la même chose que la recherche séquentielle sur une liste non triée. On commence, on fait un premier test. Est-ce que E est strictement supérieur à la liste de n-1? Si c'est vrai, si E est strictement supérieur à la liste de n-1, on sort de l'algorithme, on retourne faux, on sait que notre élément n'appartient pas à la liste. Là, ça est trié. Si je cherche E qui vaut 110 dans une liste où le dernier élément vaut 103, je sais que mon élément n'appartient pas à la liste, je n'ai pas besoin de continuer. Donc, quand on est ici, là, on sait que E est inférieur ou égal à la liste de n-1. Dans le signe.
OK. Donc, on initialise I à 0 et on regarde tant que liste de I est strictement inférieure à E. On sait que ça, à un moment, ce sera faux. On sait qu'on sort du tant que parce qu'on sait qu'à un moment, puisque E est inférieur ou égal à la liste de N-1, à un moment, cette condition deviendra fausse. Okay. Et donc, par contre, tant que la condition est vraie, on fait I reçoit I plus 1. Si liste de I est égale à E quand on sort, donc quand on sort, ça veut dire que liste de I est supérieure ou égale à E. Si elle est égale à E, on renvoie vrai. Si c'est strictement supérieur, on renvoie faux. Est-ce que ça va? Sur le principe de l'algorithme. Pourquoi est-ce qu'il faut que E soit strictement supérieur à 0? Si j'ai la liste moins 8, moins 5, moins 7, je sais pas, je peux avoir une liste moins 8, moins 7, moins 5. Madame? Que ce soit strictement supérieur au premier terme? Non, si ma liste, elle commence, donc je m'intéresse à... Je veux chercher l'élément 3 dans ma liste qui commence par 4. Mon premier élément, ma première chose va être fausse. Madame? Pour le premier test ici, si je cherche 3 dans ma liste qui commence par 4, est-ce que liste de 4 strictement inférieure à E, c'est faux? Je sors. Dans quel E inférieur à liste de N-1 mais n'appartient pas à la liste? Dans quel cas est-ce que E est strictement inférieur dans la liste de N-1 mais n'appartient pas à la liste? Imaginons qu'on ait... Imaginons que j'ai une liste qui est égale à 3, 5, 8, 12, par exemple, et je cherche si l'élément E est égal, on va faire plusieurs cas, si E est égal à 14 qui appartient à la liste. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, est-ce que E strictement supérieur à liste de N-1? Vrai, on sort directement. Ok, donc ça c'est le premier cas. Ça marche? Deuxième cas possible, dans les cas un peu particuliers. J'ai la même liste. Donc je suppose que j'ai toujours la même liste. J'ai E qui est égal à 2. Qu'est-ce qui se passe si E est égal à 2? Je cherche E qui vaut 2. Est-ce que E est plus grand que liste de N-1? C'est faux. Tant que liste de 0 inférieure à E, est-ce que liste de 0 est inférieure à E? C'est faux. Je sors ici. Je regarde si liste de 0 est égale à E. Non. Donc je renvoie vrai. Je renvoie faux. Donc. Ça va? Madame? Madame? Et ligne 6, je suis d'accord. Maintenant, on peut aussi avoir faux, mais avec, par exemple, si E est égal à 6. Si E... alors moi, j'ai pas entendu... Il y a quelqu'un qui parle, mais en effet, j'entends pas. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui pose une question. Si E est égal à 7, on me propose... Ah, mais je crois qu'elle m'entend pas aussi. Qu'est-ce qui se passe si E est égal à 7? S'il est égal à 7, est-ce que E est plus grand que liste de N-1? Non. Donc, on va dans le sinon, il reçoit 0. Est-ce que liste de 0 est plus petit que E? Vrai. Donc, on va faire I reçoit 1. Est-ce que... Non, j'entends personne. Vous parlez, là? Je ne sais pas si vous parlez, mais j'entends personne du tout si vous parlez.
Ah. Peut-être un problème avec mes écouteurs. Vous m'entendez là? Je peux vous lire. Est-ce que vous m'entendez, vous, sur le chat? Dites-moi si vous m'entendez. Ok, vous m'entendez. Je n'entends personne qui parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'entends personne. Je dois juste regarder, de retirer ça. Vous pouvez parler pour voir? Non, l'écouteur était éteint, vous ne m'entendrez pas. Et là, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut parler? Oui, on vous entend. Oui. Vous nous entendez, madame? Oui, on vous entend. Je vous entends, ça y est. C'était mes écouteurs qui ne marchaient pas. Donc, je vous écoute, s'il y avait une question, je n'ai pas entendu du coup. Moi, je voulais juste c'était dire. Amir. Moi, je veux juste dire par rapport à. C'est un peu éloigné de ce que vous essayez de démontrer, mais juste au début, vous avez dit que si liste E est supérieure à N-1, on retourne faux. Et vous l'avez redit à la fin. Et je me demandais si c'était nécessaire de le préciser ou pas. Sur le sinon, retourner faux. Alors, par exemple, typiquement, c'est nécessaire dans le cas E est égal à 7. Si E est égal à 7 ici, toujours dans cette liste-là, on va passer, donc, ça, est-ce que E est supérieur à liste N-1? Non. Donc, on va dans le sinon, I reçoit 0. Est-ce que pour liste de 0 inférieure à E, c'est vrai? 3 est inférieur à 7, donc I reçoit 1. Est-ce que 5 est inférieur à 7? C'est vrai, donc I reçoit 3. Est-ce que 8 est inférieur à 7? C'est faux, donc on sort du temps que, on vient ici. Est-ce que liste de 3, est-ce que liste de 2, est-ce que 8 est égal à 7? C'est faux, donc on va dans le sinon, donc on retourne faux. Okay, on a besoin du retourner faux ici, toujours. Merci. Ce test ici, de le faire avant, ça permet de ne faire qu'un seul test dans le temps que, parce qu'on sait qu'à un moment, cette condition va être fausse. On n'a pas besoin de tester I par rapport à N. Et ensuite, ça permet d'être plus efficace quand on cherche un élément qui est plus grand que l'élément de notre liste. Ça nous permet de ne pas avoir besoin de parcourir toute la liste si on cherche un élément qui est directement plus grand que le dernier élément de la liste. Donc, c'est pour gagner en complexité. OK. Et donc, retour faux aussi. Est-ce que ça va, cet algo? OK. Merci. Et du coup, la complexité de cet algo, donc en Python, la traduction est assez classique. Je vous laisse aller regarder chez vous. Cette méthode, elle est maladroite. Cette méthode, elle n'est pas efficace. Elle va être efficace si LM est plus grand que le dernier élément. Elle va être efficace si LM soit est au début de la liste, soit on arrive très vite où il y a des moments où il est plus grand que le début de la liste. Sinon, il fait parcourir beaucoup d'éléments pour rien. La complexité, elle est en haut de n carré, de n sur 2. Donc, un peu meilleure si on compare en 3n sur 4 de la séquentielle dans une liste non triée. Mais globalement, ça fait de la complexité linéaire en haut de n. La complexité, vous allez la calculer en TP, donc la semaine prochaine. Et il existe, et j'ai fini, donc je vais vous lâcher, mais la semaine prochaine, on verra l'algorithme de recherche dichotomique, qui est plus malin et plus efficace que cet algorithme de recherche séquentielle. Est-ce que vous avez des questions? Ok, eh ben, je vous souhaite un bon cours de maths maintenant, je pense. Madame? Ouais. C'est pas une question par rapport à ce cours-là, mais c'est un petit problème personnel que j'ai rencontré au dernier TP. C'est-à-dire que quand je rentrais une fonction, que je définissais ma fonction, elle fonctionnait pas du tout.
Alors, qu'est-ce que ça faisait comment ça, elle fonctionnait pas? Qu'est-ce que ça faisait comme problème? C'est-à-dire que je définissais la fonction dans mon programme. Par exemple, c'était Fibonacci. Fibonacci.py, je définissais ma fonction à l'intérieur. Et quand je la réalisais, donc je faisais par exemple Fibonacci de 8, ça me disait que c'était pas l'élément attendu, alors que j'avais vraiment recopié toute la correction de A à Z. J'ai eu le même problème, madame. Et ouais, je suis pas le seul. Enfin, quand j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit qu'ils avaient rencontré le même problème, sachant que je me mets sur petit. Je suis sur Windows, donc je me mets sur petit et je me connecte aux ordinateurs de l'école. Alors, parce que comme ça, là, j'ai du mal, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Ouais. Vous m'envoyez votre fichier et vous me faites une description de votre problème et je pourrais plus facilement vous répondre que comme ça. Ouais, bah de toute façon, j'avais fait des captures d'écran, donc je pourrais vous envoyer tout les captures d'écran, parce que là, comme ça, Ouais, je comprends. Voilà. Donc je vous enverrai Envoyez-moi tout un mail ça. et je regarde ça et je vous réponds. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Eh bien, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Madame, j'ai une question par rapport au TD de mercredi. Oui. Si notre groupe, c'est le mercredi, on aura une séance de retard par rapport aux autres groupes ou pas? Oui, ce sera vite rattrapé parce que les autres groupes auront bientôt une séance de retard par rapport aux autres. Enfin, il va y avoir des journées D'accord. qui vont sauter, donc ça sera rattrapé très rapidement. D'accord, merci.